C'est parti? Ouais, c'est bon. Top chrono. Donc, bonsoir à tous et content de vous voir aussi nombreux. On va essayer de vous présenter, on va présenter la pluridisciplinarité dans le soin avec deux professionnels. Donc moi je suis Mathieu Vergniaud, je suis enseignant en activité physique adaptée et je fais partie de la SFP APA, la Société française des professionnels en activité physique adaptée. Et on va essayer justement de montrer l'intérêt de la pluridisciplinarité dans le soin. Moi, c'est Nathanaël Chamailly, donc je suis kinésithérapeute, masseur kinésithérapeute, et je suis aussi membre de la Société française de physiothérapie. Et donc tous les deux, on est membres du GERA, pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe d'études et de recherche appliquée à la rééducation. Voilà, on va commencer la présentation. De savoir si c'est un gage d'efficience pour le patient ou si c'est une escroquerie à travailler à plusieurs. Alors en introduction, rapidement, qu'est-ce qu'une équipe? Un petit point étymologique, on va essayer quand même. Équipe, alors des dérivés, équipé, équipage, ship. En fait, ça vient du Moyen-Âge, du germain. Ship, ça veut dire bateau. Donc équipe vient du bateau. Tant dans la manière d'équiper un bateau, d'avoir un équipage, des humains aussi qui travaillent dans ce bateau pour amener ce bateau à bon port, et aussi lutter contre les conditions extérieures. Donc voilà un peu d'où ça provient. Et on peut synthétiser en disant qu'on est tous dans la même galère. Voilà. Quand on parle d'équipe, on parle aussi d'équipe pluri, multi, inter et transdisciplinaire. Alors c'est un peu les mots barbares, on va essayer de les résumer assez rapidement parce que ce n'est pas forcément l'objet de cette soirée-là. Donc pluri et multidisciplinarité, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on positionne deux disciplines, en gros deux professionnels, pour résoudre une problématique, mais il n'y a pas forcément de coopération entre les deux professionnels. Quand on parle d'interdisciplinarité, on va donc parler de, pareil, les deux mêmes professionnels, mais qui vont se mettre d'accord pour résoudre un même objectif, et de transdisciplinarité. Donc là, on va vraiment, c'est le graal du système de soins, c'est-à-dire qu'on fait un peu fi des disciplines, et on essaye de résoudre avec ses compétences et ses connaissances, en chevauchant un peu l'instrument totem de compétences et de connaissances pour résoudre une seule problématique. Donc là, on va essayer de se limiter à un terme beaucoup plus simple qui est l'esprit d'équipe et le travail en équipe, et laisser ces termes sophistiqués Un peu sur à d'autres experts. Donc un petit point historique sur comment le soignant a évolué depuis on va dire, l'histoire de l'humanité occidentale. Donc dans l'Antiquité, le soignant était totipotent. Il était médecin, mais il était aussi mathématicien, il était aussi philosophe, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Il y avait un sachant et un profane, et le sachant promulguait ses soins aux profanes. De là a germé le serment d'Hippocrate. Pour ceux qui ne connaissent pas le serment d'Hippocrate, je vous conseille vivement de le lire au moins une fois dans votre vie, parce que ça va vous servir. Sachez que tous ceux qui nous prescrivent, ils prêtent le serment au moins une fois dans leur vie. Au XVIIIe siècle, médecine centralisée, donc il y a une sorte de hiérarchie qui s'est installée. Alors en France, il y a une histoire un peu incongrue avec Louis XIV qui avait un problème au postérieur. Et du coup, des chirurgiens ont pu avoir la toute-puissance grâce à cet acte chirurgical. J'en dirai pas plus, c'est des curieux qui pourront poser des questions à la fin de la présentation. Et donc le chirurgien qui est encore tout puissant aujourd'hui, c'est lui notre référence dans la hiérarchie médicale. Ensuite au XIXe siècle, Claude Bernard, Pasteur, vous les connaissez mieux que moi, des spécialités qui émergent, la neurologie, le vasculaire, le viscéral et d'autres. Et enfin, au XXe siècle, donc pluripotence des soignants, trop de boulot, trop de travail, trop de compétences. Les médecins sont obligés de déléguer à d'autres professionnels. Alors laisser leur espace d'autonomie et de responsabilité. Donc voilà, on en est là. 21e siècle, c'est notre siècle à nous. Et je vous propose d'essayer de construire ensemble la prise en charge thérapeutique du futur. Un petit point juste en termes de culture générale. Il y a un soignant qui agit sur prescription médicale. On appelle ça l'attage dans d'autres termes. Et il va promulguer un acte de soin sur le patient. Donc le soignant, je pense que vous avez tous été confrontés. Un exemple, un patient qui vient pour une rééducation lombaire et puis on voit que ce n'est pas au niveau lombaire que se pose le problème, c'est au niveau cervical, la hanche, le genou, ou je ne sais pas, pneumologique,
peut y avoir plusieurs problématiques, vous n'allez pas vous limiter à la prescription médicale, vous allez pouvoir travailler suivant votre expertise et vos compétences. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre la prescription qui est formelle et qui est importante, c'est notre appui législatif, et l'acte de soin qu'on va promulguer qui, lui, est efficace pour le patient. Donc de là, il y a des interactions qui se font entre ces trois facteurs et le soignant au milieu, et du coup tout évolue. Et peut-être que c'est aussi ça l'idée qu'il y ait des spécialités, des compétences qui Donc se l'objectif développent de ce soir, c'est d'essayer de rendre un peu la discussion, en tout cas la présentation un peu plus active. Donc on va vous poser quelques questions, en tout cas elles sont au nombre de 3. Et pour y répondre, ça va être de ce côté-là, si vous répondez par la positive, et vous dites oui, vous répondez en gros, c'est positif, c'est oui. Et négatif, c'est non, forcément, et vous êtes de ce côté-là. Donc on va vous demander de vous lever, parce que c'est un peu Allez, interactif. s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on va aussi faire de la lutte contre la sédentarité. Ce qui fait une chose, c'est qu'en gros, on veut voir personne au milieu en tant que tel, on voir soit d'un côté, soit de l'autre, même si les choix sont parfois difficiles. Et on va toujours essayer de répondre un peu à cette problématique-là, d'une question, des références dans le monde de l'activité physique, du sport, et on n'est pas déguisé pour rien, donc on est déguisé en magnifique footballeur, donc des exemples dans le monde sportif, pour les ramener ensuite dans le monde du soin. Donc première question. Suis-je compétent seul pour répondre aux objectifs de la prescription? Donc oui, de ce côté-là, non, de ce côté-là, faites votre choix. Vous avez 27 secondes pendant que nous vous les places. Hop là. Donc, vous avez décidé? Non. C'est non à l'unanimité. D'accord. Donc on est sur un terrain de foot. Et Oui, l'équipe oui, de oui. foot. Et une action sur l'équipe adverse qui essaye de marquer contre notre équipe, et le goal fait une grosse faute, carton rouge. Il est sorti du terrain, et donc du coup c'est un joueur de champ qui va devoir remplacer le goal. Alors il sait mettre les gants, il sait sauter comme le goal, il a déjà vu faire, donc il se dit à peu près, voilà, et puis en plus j'ai une chance sur 3, je vais à droite, à gauche, enfin j'essaie de me démerder tant que possible, et il pense qu'il va pouvoir être aussi compétent et pouvoir arrêter les cages. Or, nous on prend le parti que non, on ne peut pas, parce qu'un goal, il a mis des années à apprendre c'est quoi le métier, c'est quoi le rôle d'un goal, les compétences. Un attaquant a des propres compétences, qu'un défenseur aussi, ce qui fait que si dans une équipe on mélange les attaquants devant, on les met un peu derrière, et que le goal on le met en attaque, ça va forcément poser quelques problèmes, et on va essayer justement de prouver en... D'ailleurs, le football a déjà répondu à cette question, puisque sur le banc de touche, il y a des goals qui sont là pour remplacer en cas de pépin physique ou problème au niveau de l'arbitrage. Au niveau de la littérature, c'est très simple. Votre savoir que vous avez, qui est bien au-dessus de nous, découle de différentes disciplines. C'est vrai qu'ils sont sur des listes. Et ces disciplines-là n'expliquent pas forcément toutes les théories. Ce qui fait qu'une discipline ne peut pas concentrer toutes les compétences et les connaissances pour essayer de réguler une prise en charge d'un patient si on le traite dans sa forme globale, donc définition de la santé, paramètres biopsychosocial de la personne. Donc comment on peut faire pour résoudre un peu des actes qui sont devenus de plus en plus complexes autour de la personne? Il y a deux solutions. Soit on travaille ensemble et on confie une problématique à une personne qui semble être plus professionnelle et spécialisée dans cette thématique-là. Soit je me forme, quitte à me former dans d'autres disciplines, avec les difficultés qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai encore la possibilité d'intégrer encore plus de savoir, encore plus de compétences et de connaissances théoriques pour répondre à une problématique de terrain. Genre l'imagerie, à ces temps-ci, beaucoup de kinés aiment bien se spécialiser en imagerie. La littérature scientifique et les recommandations de bonne pratique le prouvent aussi, c'est que généralement le travailler ensemble et travailler avec des personnes plus compétentes que nous dans un certain domaine nous affirme qu'on est meilleur à plusieurs autour d'un seul cas, ce qui fait que ça crée souvent quelques problématiques conflictuelles, et malgré ces recommandations-là, on a souvent ce schéma-là qui est énoncé, avec le patient et la famille au centre, et les différents thérapeutes qui gravitent autour avec des petits pointillés qui vont plus ou moins expliciter une communication entre chaque professionnel. La vérité, c'est pas celle-là. La vérité, on l'a tous connu, on le connaît encore de nos jours, c'est que ce schéma-là est sûrement plus parlant parce qu'on se chevauche tous. On a tous des compétences qui se chevauchent. C'est-à-dire que
Le patient est au milieu, différents professionnels vont avoir des compétences et des connaissances qui vont se chevaucher. C'est-à-dire que moi, en activité physique, je vais faire du renforcement, en kiné, Nathalie va faire du renforcement, en ergothérapie, il va aussi faire du renforcement musculaire, mais de différentes manières avec un objectif complètement différent. Ce qui fait qu'on peut se poser la question de la formation. Est-ce qu'on est capable de se remettre en question par rapport à ses propres connaissances? Est-ce qu'on nous a appris aussi à travailler avec d'autres personnes, peut-être plus ou moins formées? Et au niveau éthique, il y a une question qui peut se poser, c'est votre patient, l'objectif c'est qu'il soit le plus autonome possible à la sortie, certes, donc qu'est-ce que vous voulez pour votre patient? Est-ce que vous voulez le garder pour vous? C'est votre patient, c'est votre bijou, et faire votre éducation même si elle n'est pas si efficace que ça, ou essayer de partager un peu ce ballon pour le coup, et essayer de le donner aux autres personnes. Essayer de sortir de parce que j'apprends le plus possible, bah, peut-être que je serai plus compétent, peut-être que c'est pas forcément la solution. Donc au final, vous avez en tout cas raison selon la littérature d'aujourd'hui, c'est que tout seul, c'est rare de répondre correctement à la problématique que nous pose un patient. Deuxième question. Travailler à plusieurs autour d'un patient permet de payer moins d'impôts. Ah, question. C'est parti. Donc non de ce côté-là, Et oui de ce côté-là. Réfléchissez, hein, vous avez le droit de synthétiser Attends, dans votre tête. Donc est-ce qu'en étant 14 autour d'une seule personne, on paye moins d'impôts, ou est-ce que justement ça augmente les charges autour de la personne? Je vais aider à réfléchir. Hein. Oula, c'est plus mitigé là, on commence à crier. Encore 10 petites secondes. Donc pour la majorité de la salle, travailler à plusieurs autour d'un patient permet de payer plus d'impôts. On va vérifier ça tout de suite. C'est ça. Démonstration. Donc on est toujours sur ce même terrain de football. Super schéma. Donc nous on a essayé de conceptualiser les impôts. Pour nous c'est le travail tactique, c'est chiant. Et c'est obligatoire. En tant que footballeur, moi j'ai un ballon, je joue au ballon et j'ai pas envie de le partager. C'est mon ballon. Olivier Attal, il joue toujours tout seul. Quoi. Et ben non, le travail tactique c'est important. Parce que si on va arriver au but final, et possible quand même qu'en faisant un jeu de passe, je sais pas, vous connaissez peut-être l'équipe d'Espagne qui n'arrête pas de gagner tous ces temps-ci, Barcelone, toujours passer des meilleurs. Donc voilà, peut-être qu'avec un travail tactique bien travaillé, avec un positionnement assez rigoureux, bah, peut-être qu'on va arriver au but final plus facilement. Et quand on voit les autres qui arrivent à faire du travail, qui font du jeu individuel, bah, peut-être que ça marche simplement une fois sur 1000, une fois sur 1 million. On peut aussi rapporter au super domaine du foot, travailler tactique-tactique, la technique du 4-2-4, c'est-à-dire que j'ai 4 personnes en défense, 2 personnes au milieu et 4 personnes en attaque. Ils ont chacun un rôle bien précis et autour d'eux, vous avez les déplacements. C'est-à-dire que dans ces zones de déplacement, ils sont efficaces, ils peuvent revenir en défense ou en attaque, ils ne vont pas trop perdre d'énergie et ils ne vont pas se déplacer pour rien. Seulement parfois, dans le football et même dans d'autres types de sports, il y a des espaces qui se créent parce que les gens se rapprochent, ce qui fait qu'ils ne vont plus avoir la même efficacité, donc dépenser beaucoup plus d'énergie. C'est pas les ostéopathes et les kinés, ça? Ouais, je sais pas. Dépenser beaucoup plus d'énergie pour essayer de défendre de ce côté-là, ou arriver en attaque ou en défense juste ici. Ce qui fait que les creux vont permettre une dépense d'énergie supplémentaire. Donc si on rapproche ça par rapport aux impôts, on va forcément dépenser un petit peu plus. Donc l'intérêt du travail en équipe pour le patient, si on se remet au niveau de notre blouse du soignant, c'est que travailler en équipe, ça permet d'ouvrir le champ des possibles par rapport à une problématique. Donc on a différents avis, on a différentes visions par rapport à une solution, autonomie, qualité de vie d'un patient. Deuxième logique, c'est trouver une réponse globale pour ce patient-là. Et troisième, c'est essayer de trouver des recommandations de bonnes pratiques autour du cadre du patient à plusieurs. Et forcément, in fine, c'est fournir des services cohérents et efficaces pour que cette prise en charge-là ne soit pas inutile. Donc le travail en équipe sur la littérature, c'est très simple. On a une meilleure prise en charge de psychosocial parce qu'on a différents intervenants avec différentes cultures, donc différentes disciplines. L'efficacité est prouvée dans le sens où le temps de prise en charge est diminué. C'est-à-dire que si je suis seul kiné à travailler sur le côté psychologique, sur le côté physique, sur le côté mental et social, ça va me prendre un temps fou et je vais prendre forcément un patient sûrement plus longtemps. Alors que si on est plusieurs professionnels autour du même patient,
on va gagner du temps, et forcément le temps en ce moment c'est de l'argent, donc à partir de là, sur cette logique payer moins d'impôts, on est plutôt dans la positive. Et ensuite le niveau d'autonomie est augmenté, car on a réussi à différents professionnels à augmenter tous les organes, en tout cas toute la fonction des différents organes. Professionnel dans tout ça alors? Et bien le professionnel c'est très simple, on a décidé de choisir une petite étude de 2011 d'après Jones, un étudiant en tout cas, qui a fait une thèse sur cette problématique-là, et il s'est rendu compte que il a analysé les arrêts maladie d'une clinique qui embauchait différents professionnels, et via une observation rétrospective, en 2006, il s'est rendu compte qu'il y a à peu près 10% d'arrêts maladie sur l'année pour tous les professionnels. Puis ensuite, une manière de trouver un petit peu une solution, il a décidé, lui en tant que médiateur, d'organiser le service complètement différemment, donc qui était un service complètement éclaté entre les physios, les ergos, les psychologues, de tous les rapprocher dans les mêmes salles, en tout cas avec une proximité plus importante, de créer des staffs multidisciplinaires de manière hebdomadaire, voire 2 à 3 fois par semaine, puis ensuite de créer des workshops, donc des équipes qui se mettaient ensemble pour travailler sur des domaines type qu'est-ce qu'une équipe, quel est l'intérêt, pourquoi et comment travailler ensemble autour d'un même objectif. Et ensuite, il réalisait la même étude rétrospective en 2007 et il s'est rendu compte qu'il y avait un peu moins de 4% de congés, en tout cas d'arrêt maladie, grâce, en tout cas, c'est ce qui semble être, à cette réunion-là, à ces différents facteurs. Donc, ce qu'il a amené à penser, c'est que la perception du travail en équipe est une chose très importante, dans le sens où si on possède tous un rôle et on comprend, et ensuite on est reconnu pour ce rôle-là dans une équipe, on a un sentiment de confiance qui est plus important, et la confiance mutuelle est d'autant plus importante. Ce qui fait que derrière, on a une diminution des arrêts maladie, et les arrêts maladie, ça coûte cher à la sécurité sociale, donc à partir de là, les charges ne vont pas forcément augmenter, mais plutôt rester stable, voire diminuer. Donc si on travaille tous en équipe, on a tous un rôle à jouer, et à partir de là, sûrement que la prise en charge sera meilleure, en tout cas c'est quasiment sûr, et c'est vérifié sur les études dans ce moment, et que travailler à plusieurs autour d'un patient permet de payer moins d'impôts, dans cette logique-là un petit peu rapide, mais c'est ce qu'il est. Donc c'est win-win. C'est gagnant-gagnant, professionnel, patient. Troisième question. Un patient me confirme qu'un de mes collègues fait du mauvais travail. Je crois qu'on a tous été confrontés à cette problématique. Ça fait mal. Dois-je le remplacer? Peut-être même soi-même, hein, on a le droit d'être mauvais. Un patient me confirme qu'un de mes collègues fait du mauvais travail. C'est-à-dire que le patient vient vous voir et dit ton collègue là. Est-ce que je le remplace? Est-ce que je remplace mon collègue? Donc on a une majorité de non, je ne le remplace pas et je laisse ce patient avec ce collègue-là et démonstration. Donc on revient au football, c'est vrai, j'ai oublié. Donc on a déjà démontré que le travail en équipe était quand même plus efficient que le travail individuel. Mais là, vous voyez dans ces schémas-là, les joueurs se donnent la passe, ils ont bien compris, c'est tactique. Sauf que le dernier attaquant, là, il est isolé dans son coin, il n'a pas bien compris la tactique mise en place, et puis le passeur, dernier passeur, sait pas comment faire la passe. Alors le problème, c'est comment faire pour le ramener au centre du terrain pour qu'il mette la balle au fond. Certains disent dans le football, on joue à mieux à 10 qu'à 11. C'est déjà entendu plusieurs fois, dans le football, on joue à mieux à 10 qu'à 11, suivant que le joueur est inefficace. Sauf que peut-être que le joueur, à force d'être isolé dans son coin, il va être frustré, il va être agressif. Et puis il va être contre-productif pour l'équipe restante. Donc à court terme, peut-être qu'ils vont pouvoir se débrouiller à 10, mais à long terme, à moyen terme, c'est sûr qu'il va être contre-productif pour toute l'équipe. Donc nous on prend le parti que non, il faut pouvoir intégrer cet élément qui apparaît pas très compétent, et puis pouvoir le réintégrer dans l'équipe pour avoir une équipe plus soudée et plus cohérente. Donc dans le soin, il y a différents types de barrières au travail en équipe. Il y a des barrières physiques et des barrières culturelles. Donc oui, des barrières physiques. Division des professionnels. Donc ça paraît évident qu'on est tous inégaux. On a des origines différentes, on est des hommes, des femmes, quoi d'autre. On a des compétences différentes, on a des expériences différentes. Il y en a qui ont 10 ans, il y en a qui ont 5 ans. Donc
C'est sûr que déjà, on est différent du fait d'être des individualités. Autorité, donc il y a différents soignants, il ne faut pas penser qu'au niveau du cercle paramédical, il y a aussi des médicales, ceux qui font la prescription, nous aussi on a le droit de prescription, mais on travaille aussi sur prescription. Il y en a d'autres, il y en a qui travaillent sans être prescrits. Organisation du temps de travail et du lieu de travail. Il y a des soignants qui travaillent 24 heures, qui prennent en charge le patient durant 24 heures, des paramédicaux qui le prennent durant 8 heures, il y en a d'autres qui le prennent en prise en charge collective, d'autres en prise en charge individuelle, il y en a qui le prennent en charge au gymnase, il y a des problèmes géographiques, il y en a qui le prennent en charge au cabinet, on est vachement isolé dans ces conditions. Donc voilà, valeur du soin. Là aussi, il y a beaucoup de variabilité. On peut parler du patient, on peut parler du soignant, de la relation aussi entre le patient et le soignant, et l'historique qu'on a un peu, l'expérience qu'on a sur les valeurs du soin. Les barrières culturelles commencent très simple par les différents bagages intellectuels qu'on a assimilés soit durant notre formation, soit en fonction du milieu social dont on arrive. Là, généralement, il est toujours un peu difficile d'avoir le même niveau d'autorité entre un médecin, un paramédical, une brancardière et un chirurgien. C'est toujours assez compliqué, pourtant on travaille pour la même chose. Le langage et la communication, c'est ce qui ressort essentiellement des différentes études, c'est que la première des barrières pour un travail en équipe efficace, c'est la communication. S'il n'y a pas de communication, et si en plus le langage est complètement différent entre les différents professionnels, forcément ça va fluctuer énormément sur les résultats de l'équipe. L'identité, comment je me sens à même d'une équipe, quel est mon rôle, donc est-ce que j'ai réussi ou est-ce qu'on m'a permis d'avoir un rôle efficace au sein de l'équipe. La formation et le corporatif, c'est-à-dire que est-ce qu'on m'a appris sur les bancs de l'école à travailler avec les différents professionnels, est-ce qu'on m'a aussi appris à communiquer avec eux et à savoir ce qu'ils faisaient sur le terrain. Et le résistance au changement, ça je pense qu'on l'a tous vu. Dès qu'on intervient avec un nouveau projet, des nouvelles idées, la première chose c'est non, attends, tu vas peut-être un peu trop vite, on va peut-être essayer de réfléchir un petit peu avant, mais après réflexion, on se rend compte que c'est une très bonne idée, on va essayer de la mettre en place, et ça intervient plus au niveau de l'autorité hiérarchique, ça intervient souvent au niveau de vos collègues qui sont là, ah mais non mais moi ça me suffit, en ce moment je vais très très bien, j'ai pas envie de changer, puis en plus là, moi j'aime pas faire de la balnéo, ou j'ai pas envie de prendre un patient supplémentaire par heure, ou j'ai pas du tout envie d'avoir 1 heure pour manger le midi, 20 minutes ça me suffit. Donc ces différentes barrières-là, surtout la résistance au changement et la communication, vont affecter de manière négative sur le travail en équipe. Tout ce qui va faciliter le travail en équipe, c'est un peu l'inverse des problématiques de terrain qu'on rencontre et qu'on vient d'expliciter avec Naël. La première chose, c'est la motivation. Si vous n'êtes pas motivé à travailler à plusieurs, si vous n'êtes pas motivé à travailler dans le social, je pense qu'à partir de là, l'ouverture d'esprit que vous avez, elle est un peu ratée et ça va forcément impacter négativement sur le travail de l'équipe. Le leader a un rôle hyper important dans la cohésion de l'équipe, c'est-à-dire que c'est lui qui va peut-être vous permettre une identité supplémentaire, ou en tout cas un rôle bien précis au sein de votre équipe. Donc sans leader, généralement, c'est un peu compliqué de travailler correctement. Travailler aussi dans le respect et l'humilité des règles, dans le sens où on a tous un rôle à jouer au sein même du patient, et il faut être humble par rapport à son savoir et ses compétences. Donc ça revient un peu au slide précédent où on présentait que le savoir est forcément divisé entre différentes disciplines et qu'on ne peut pas tout savoir, pour le coup, dans une discipline bien particulière, et forcément dans le domaine de la santé en général. Et la confiance mutuelle, c'est-à-dire que si je ne fais pas confiance en mes collègues, je vais avoir du mal peut-être à communiquer avec eux, à parler un peu de ce qui se passe avec les patients. Donc je pense que de faire confiance aux compétences et aux connaissances des collègues, c'est très très important pour justement partager un peu le ballon, en tout cas le patient, pour dire ben voilà, là je me sens pas vraiment compétent, peut-être à toi de le faire, et je suis quasiment sûr que tu vas mieux le faire, en tout cas on peut discuter de différentes prises en charge. Donc en conclusion, on veut vraiment parler de la communication, même si initiale, comme on l'a rappelé dans les slides précédents, on est vraiment bien formé pour prendre en charge le soigner, le patient. On connaît plein de choses. On connaît la pathologie, les antécédents, etc. La technique de soins et tout ça. Mais est-ce qu'on a appris à communiquer déjà entre nous, rien que dans au milieu du même champ de compétences professionnelles, soit entre kinés, entre enseignants à part, est-ce qu'on a appris à communiquer? Est-ce qu'on a des modules qui sont consacrés à ça? Moi, de mon temps, il n'y en avait pas, je ne sais pas s'il y en a encore. J'ai croisé une enseignante belge qui croisait les enseignements avec d'autres professionnels, donc voilà, ça commence à émerger, tant mieux. Donc nous, on espère qu'à l'avenir, il pourra y avoir
la communication entre les divers professionnels et divers soignants. Une citation que je vous laisse méditer, je ne vais pas la démontrer ni l'expliquer. Au moment où le soignant fait au groupe le don de son incomplétude, qu'il peut expérimenter la solidarité groupale. Un peu d'humilité, quoi. Et enfin, on va quand même vous donner un outil. Moi, quand j'ai lu ça, ça a été la révélation. La première règle, quand vous êtes dans une réunion thérapeutique, et je vous conseille vraiment vivement d'essayer de la promouvoir à tous vos collègues, c'est que quand vous parlez d'une problématique thérapeutique et qu'il y a un soignant qui est concerné et qui ne prend pas la parole pendant cette réunion ou ce staff, et ben cette réunion devient caduque. Il faudrait la refaire. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse prendre la parole pour pouvoir enrichir cette problématique et pouvoir être efficace dans ce. Donc pour répondre à la question d'ouverture, nous avons trouvé des articles qui étaient pour et largement pour la pluridisciplinarité dans le soin. Donc oui, c'est un gage d'efficience. Et on vous remercie de votre attention et de votre participation à ce module, en tout cas à cette présentation. Et on vous donne quelques liens sur le site qu'on a créé avec mon collègue. Les collègues d'ailleurs. On intervient aussi dans différentes facultés ou différents IFMK et on essaie de partager un maximum d'informations sur Internet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la présentation qui vient d'être passée. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des exemples Carrément concrets. pas d'accord, carrément d'accord. Le Gérard Métry. Oui. Juste, vous parliez tout à l'heure d'un leader dans l'équipe pluridisciplinaire. Oui. On pourrait penser aux médecins. Oui. Mais dans la réalité de terrain, le médecin il prescrit un patient et puis des fois il ne sait même pas ce qui se passe dans notre profession. C'est ça. Du coup là il y a un réel problème quand on appelle le médecin, ça nous arrive qu'on a le temps qu'on appelle. Souvent déjà il est surpris de ce qu'on nous parle, parce qu'il y en a beaucoup, il ne faut pas se leurrer, vous voyez comme les masseurs. Alors voilà, il y a un problème parce que personne ne sait ce que font les autres membres de l'équipe et du coup on ne peut pas interagir. On peut pas interagir. Il y a le leader, je vais penser aussi comme peut-être ton chef de service ou ton cadre, qui peut aussi insuffler une certaine motivation, une cohésion. Tu peux le voir aussi sur différents projets. Si vous êtes plusieurs au sein même d'une équipe, si toi tu gères un projet sur, je sais pas, les troubles de l'équilibre, donc tu seras le leader de ce groupe-là, mais tu seras le référent aussi. Tu seras aussi un individu, pas lambda, un individu qui aura son rôle dans d'autres types de groupes. Le leader dans le sens, un vrai leader, le bon leader. La personne qui donne la parole, qui sait faire aussi, et qui permet justement la communication à tous et que tout le monde puisse s'exprimer correctement. C'est certes parfois un peu utopique sur le terrain, mais tu viens de le souligner, c'est qu'il ne sait pas, il ne connaît pas et parfois il ne s'intéresse pas. Rien que le fait peut-être d'organiser plus de réunions, si c'est possible, sauf qu'en ce moment les politiques sont plutôt du style prends plus de patients, prends un maximum de patients et les réunions on verra plus tard, parce que lorsque vous faites une réunion, vous ne prenez pas de patients, donc vous ne créez pas l'activité, et c'est l'activité qui rapporte en ce moment. Pourtant, si on regarde à l'inverse, si on crée un tout petit peu plus de réunions, on serait forcément plus efficace sur le terrain, en termes de cohésion, et non en termes de travail parallèle. On aurait un objectif vraiment commun. Donc oui, c'est un très bon exemple. Moi j'ai une vision libérale, je travaille en libéral, on n'a pas le temps. Voilà, comme vous dites, il faut prendre les patients, on ne peut pas non plus refuser de les prendre. Non. Et du coup... Alors que parfois, je suis sûr que tu aimerais bien avoir une réunion, alors le soir ou le matin, ou un coup de téléphone rapidement entre différents professionnels pour savoir la communication. Qu'est-ce qu'il en est, quoi. Qu'est-ce qu'il en est. Il doit attendre 3 jours avant d'être fait. Ouais. Donc ça fait... tu peux être le leader d'un projet de communication auprès de ton cabinet. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou des questions? Non. Bon, bah, merci à vous.